2026 est déjà joué, et presque personne ne l'a compris. Si tu gardes du cash aujourd'hui ou les mêmes vieilles actions, ce qui arrive va les rendre beaucoup moins valables. Et pourtant, dans le même mouvement, ce contenu parle de l'un des plus grands transferts de richesse de l'histoire moderne. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps, sauf si tu comprends le mécanisme avant les autres. Parce que ce qui est décrit ici n'est pas une rumeur. Ce sont près de 4,7 trillions de dollars injectés en 9 mois, des dépenses en intelligence artificielle qui montent à 2,5 trillions, des budgets de défense qui explosent au-delà d'1 trillion et une politique de taux d'intérêt qui pourrait être décidée par un caniche. Ce sont les mots utilisés. Pas une métaphore rassurante. Et voici le point qui te concerne directement. Quand autant d'argent arrive d'un coup, ton salaire n'est pas protégé. Ton épargne ne l'est pas non plus. L'auteur le dit sans détour. Le système est conçu pour déplacer la richesse de ceux qui ne comprennent pas vers ceux qui comprennent. Mais voici ce que presque personne ne regarde vraiment. Cette vague d'argent n'arrive pas d'un seul coup. Elle arrive en plusieurs temps. Et la première commence plus tôt que tu ne le penses. Dès la fin février. Ce qui se passe ici n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas une loi de plus, ni un stimulus parmi d'autres. C'est le début d'un schéma beaucoup plus large et le contenu le dit clairement sans vraiment s'y attarder. 2026 n'est pas une année comme les autres. C'est une année où plusieurs forces économiques entrent en collision en même temps, d'une manière qu'on n'a pas vue depuis les années 1980. Le cœur de l'événement, c'est cette somme précise, 4,7 trillions de dollars injectés dans l'économie américaine. Officiellement, on te parle de tax relief, de soutien aux ménages, d'aide à l'investissement. Mais ce chiffre n'existe pas dans le vide. Il s'inscrit dans une séquence beaucoup plus large qui inclut des baisses d'impôts permanentes, des dépenses massives en IA, un réarmement accéléré et une politique monétaire qui pourrait changer brutalement de direction. La question n'est donc pas « est-ce que l'argent arrive ?» La question est « qui est positionné quand il arrive ?» et surtout à quel moment précis. Parce que ce que ce contenu suggère, sans encore le démontrer, c'est que le timing crée une fracture. Une fracture entre ceux qui réagissent quand les prix montent déjà et ceux qui comprennent le mouvement pendant qu'il se met en place. Pose-toi cette question pendant une seconde. Si 20% de toute l'économie américaine arrive sur le marché en moins d'un an, comme c'est dit ici, est-ce que les règles habituelles fonctionnent encore? Ou est-ce qu'on entre dans une zone où ce qui semblait normal devient soudainement dangereux? Et c'est là que l'histoire commence vraiment à se resserrer parce que la première vague n'est pas celle des grandes entreprises. Elle touche directement les ménages et elle arrive plus vite que prévu. Voici l'affirmation centrale et elle est dérangeante. La première onde de choc ne vient pas de Wall Street, elle vient de ton compte bancaire. Le contenu est précis. 1,2 trillion de dollars arrivent via les remboursements d'impôts. Pas plus tard. Pas progressivement. Dès maintenant, avec la saison de remboursement la plus précoce de l'histoire américaine, déclenchée fin février. Et le détail qui devrait te faire t'arrêter net, c'est celui-ci. Le ménage américain moyen va recevoir 85 000 $. Ce n'est pas présenté comme un cadeau. L'explication donnée est beaucoup plus froide. Les baisses d'impôts ont été appliquées rétroactivement pour 2025, mais l'IRS n'a pas ajusté les barèmes de retenue. Résultat, tout le monde a trop payé. Donc, ce que tu reçois, ce n'est pas de l'argent neuf. C'est ton propre argent prêté gratuitement à l'État pendant que le marché montait de 17 %. Maintenant, observe ce qui n'est jamais nié. À aucun moment, il n'est dit que cet argent va renforcer durablement les ménages. Au contraire, le contenu cite des données comportementales très claires. 35 % vont au remboursement de dettes, 25 % partent en consommation et seulement 20 % vont dans l'épargne et les investissements. Autrement dit, la majorité disparaît immédiatement dans le système. Et c'est ici que l'histoire bascule, parce que cette première vague donne l'illusion d'un soulagement alors qu'elle prépare quelque chose de bien plus grand. Une deuxième vague, beaucoup plus massive, qui ne passe pas par les ménages. Et quand celle-là arrive, les règles changent complètement. À partir de là, l'escalade est mécanique. Parce que pendant que la première vague disperse l'argent dans les dettes et la consommation, la deuxième vague se concentre. Et elle est presque 2 fois plus grande. Le contenu parle d'un one-time repatriation holiday,
Traduction simple, 2,1 trillions de dollars que les grandes entreprises peuvent rapatrier d'un seul coup avec un impôt réduit. Apple, Microsoft, Google, les grands groupes pharmaceutiques. Des montagnes de cash laissées à l'étranger, notamment en Irlande, qui rentrent d'un coup aux États-Unis. Officiellement, on te dit que cet argent va être investi en Amérique. Mais ici, le discours change de ton. L'auteur regarde ce qui s'est passé les fois précédentes et il est très clair, 70% vont aux investisseurs sous forme de dividendes et de rachats d'actions. 10% seulement vont dans de vrais investissements et 20% partent en fusions-acquisitions. C'est là que quelque chose d'anormal devient normal. Des entreprises rapatrient des trillions, non pas pour produire davantage, mais pour se racheter elles-mêmes. Le cours monte. Les dirigeants, déjà actionnaires, gagnent 2 fois. Et sur le papier, tout a l'air positif pour l'économie. Mais voici le détail qui change tout. Cet argent ne vient pas de nulle part. Il est emprunté. Et quand l'État emprunte, il ne facture pas les entreprises qui profitent des baisses d'impôts. Il facture autrement, lentement, silencieusement. C'est ici que la normalisation devient dangereuse, parce que ce mécanisme a déjà existé. Et chaque fois, il a laissé la même trace derrière lui, une inflation qui arrive après coup, quand plus personne ne relie les causes aux effets. Et ce n'est toujours pas la plus grosse vague, parce que la troisième vague est la plus discrète et souvent la plus mal comprise. Le chiffre paraît presque petit maintenant, 1,4 trillion de dollars. Mais la manière dont il entre dans le système est radicalement différente. Ici, il ne passe ni par les ménages, ni par les bilans offshore. Il passe par les dépenses des entreprises grâce à une règle simple. Elles peuvent désormais déduire immédiatement le coût de leurs investissements, au lieu de l'étaler sur des années. Concrètement, ça veut dire quoi? Acheter maintenant, dépenser maintenant, optimiser les impôts maintenant. Le contenu est très clair sur les bénéficiaires, les entreprises industrielles, la construction, les infrastructures et surtout les grandes entreprises technologiques qui achètent des montagnes d'équipements pour l'IA. Des noms sont cités sans détour: Caterpillar, Deere, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon. Mais observe bien la contradiction. On parle d'incitation à l'investissement, alors que le résultat réel est une accélération artificielle des dépenses concentrée chez ceux qui ont déjà accès au capital. Et c'est là que l'auteur pose la seule question que Washington évite soigneusement. D'où vient cet argent? La réponse est brutale. Il est emprunté. Pas financé par les entreprises, pas payé par les bénéficiaires, emprunté. Et quand l'État emprunte à cette échelle, quelqu'un paie forcément, pas immédiatement, pas directement, mais à travers des prix plus élevés sur tout ce que tu achètes. Voici le moment où la perception bascule. Ce qui est présenté comme stimulus économique devient en réalité un mécanisme de transfert. L'argent circule vers ceux qui possèdent déjà des actifs, pendant que le coût se diffuse lentement vers ceux qui n'en possèdent pas. Et maintenant, la vraie question se pose. Si tu sais que ces vagues arrivent dans cet ordre précis, est-ce que tu te comportes encore comme avant ou est-ce que tu commences à regarder où va le gros argent avant qu'il laisse ses traces visibles sur les prix? Parce que ce mouvement ne s'arrête pas là. Il déclenche une réaction en chaîne et la vitesse commence à augmenter. À partir de ce point, tout s'accélère. Parce qu'une fois que ces 3 vagues sont en mouvement, d'autres mécanismes s'empilent presque sans pause. Le contenu enchaîne rapidement. Pendant que l'argent circule, les dépenses explosent ailleurs. Les chiffres tombent les uns après les autres. Les dépenses mondiales en intelligence artificielle atteignent 2,5 trillions de dollars, soit 44% de plus que l'an dernier. Rien que pour l'infrastructure, on parle de 500 à 700 milliards. Des centres de données, des puces, de l'énergie, beaucoup d'énergie. En parallèle, un autre robinet s'ouvre encore plus largement. La défense. 900 milliards déjà approuvés avec une trajectoire vers 1,5 trillion, puis une hausse de 50% en 2027. Missiles défense, drones,
espace, le contenu le rappelle sans détour. C'est le client ultime garanti. Un client qui peut toujours payer parce qu'il peut toujours emprunter. Et au même moment, un troisième levier commence à bouger, les taux d'intérêt. Le scénario décrit est simple, presque cynique. Un président veut une économie belle, rapide, populaire. Il nomme un président de la Fed plus docile. Et soudain, ce qui devait être une seule baisse de taux devient 2, puis peut-être 3 ou 4. Regarde ce qui se passe quand tu empiles tout ça. Argent injecté, dépenses accélérées, défense en surchauffe, IA à pleine vitesse et des taux qui commencent à baisser. La pression monte, la vitesse augmente et le système commence à perdre quelque chose de fondamental, le contrôle fin. La question n'est plus « est-ce que ça va continuer ?» La vraie question, celle que le contenu te force à poser, c'est « que se passe-t-il si tout ça continue en même temps ?» Parce qu'à ce stade, ce ne sont plus des tendances isolées, c'est une mini-crise qui se forme par accumulation et ces effets ne restent pas cantonnés au marché. Ils finissent toujours par toucher quelqu'un de très précis, toi. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus une histoire de graphique ou de trillions abstraits. C'est une histoire de vie quotidienne. Quand l'inflation arrive, elle n'annonce pas son entrée. Elle ne fait pas de conférence de presse. Elle se glisse dans des détails très concrets. Le contenu le dit sans détour. Quand 20% de toute l'économie est injectée en 9 mois, les prix montent. Ce n'est pas idéologique, c'est des maths. Et toi, tu le ressens avant même que les chiffres officiels ne l'admettent. Au supermarché, sur ton loyer, sur ton assurance, sur tes mensualités. Ton salaire, lui, n'avance pas à la même vitesse. Et c'est là que la fracture apparaît. Parce que ceux qui possèdent des actifs voient leur prix monter. Ceux qui vivent principalement de leur travail voient leur pouvoir d'achat s'éroder. Regarde les exemples donnés. On te propose des déductions sur les prêts auto. Officiellement, c'est une aide. En réalité, ça subventionne l'endettement. On supprime certaines aides sociales, on rend certaines dettes étudiantes imposables et en parallèle, on augmente fortement les seuils d'exonération pour les successions jusqu'à 15 millions par personne. Les règles ne sont pas les mêmes selon l'endroit où tu te situes dans le système. Mais voici le point le plus subtil. Tu n'as rien fait de mal. Tu as travaillé, tu as épargné, tu as suivi ce qu'on t'a toujours dit de faire. Et pourtant, si tu restes immobile pendant que ces flux se déplacent, tu paies la facture sans jamais voir la ligne taxe apparaître. Si cette sensation te semble familière, celle de courir sans vraiment avancer, dis-le dans les commentaires. Parce que c'est exactement comme ça que ce mécanisme fonctionne quand il est bien huilé. Et maintenant que l'impact humain est clair, il reste une question plus profonde. Comment un système peut-il produire ce résultat encore et encore sans que personne n'en soit officiellement responsable? La réponse n'est pas dans une personne ni dans un parti. Elle est dans la mécanique. Ce que le contenu montre, sans jamais le dire frontalement, c'est un système bâti sur des incitations très précises. Quand de l'argent est injecté par vagues, ceux qui sont déjà proches des flux, grandes entreprises, marchés financiers, détenteurs d'actifs, le voient en premier. Ils peuvent agir avant que les effets ne se diffusent, avant que les prix n'augmentent, avant que le discours public ne change. Regarde le schéma. L'État emprunte, les entreprises investissent ou rachètent leurs actions, les marchés montent, les actifs prennent de la valeur et seulement après, le coût réel apparaît, dilué dans l'inflation. Personne n'a pris ton argent. Il a simplement perdu de sa valeur pendant que d'autres captèrent la hausse. C'est pour ça que ce système ne crée pas seulement de la richesse, il crée de l'écart, un écart entre ceux qui comprennent le timing et ceux qui le subissent. Et c'est aussi pour ça que le spectacle est essentiel. On parle de stimulus, de croissance, de compétitivité, des mots rassurants pendant que la mécanique réelle reste hors champ. Voici l'insight inconfortable. Ce système n'a pas besoin que tout le monde comprenne. Il a seulement besoin que suffisamment de gens restent passifs, qu'ils regardent les prix monter en pensant que c'est normal, qu'ils attendent des solutions individuelles à un phénomène systémique. Et c'est exactement là que l'histoire n'est pas finie. Parce que maintenant que ces forces sont en mouvement, elles ne vont pas toutes dans la même direction. Deux trajectoires possibles commencent à se dessiner.
Et la prochaine décision, politique, monétaire ou simplement psychologique, pourrait faire basculer l'ensemble beaucoup plus vite que prévu. À partir de maintenant, deux chemins se dessinent et le contenu ne tranche pas. Il laisse la tension ouverte. Premier scénario, tout continue comme prévu. Les taux baissent, l'argent reste abondant, les marchés absorbent les flux. Les actifs montent encore. Les entreprises avec du pouvoir de fixation des prix s'en sortent très bien. Sur le papier, l'économie résiste. Mais en dessous, l'inflation persiste, lentement, insidieusement, et l'écart entre ceux qui possèdent et ceux qui dépendent de leur salaire continue de s'élargir sans choc brutal, juste une pression constante. Deuxième scénario, quelque chose casse le rythme. Pas forcément une crise spectaculaire, peut-être une inflation qui refuse de retomber, peut-être une perte de confiance, peut-être une décision politique qui arrive trop tard. Dans ce cas, les mêmes leviers qui ont propulsé les actifs deviennent instables. La volatilité augmente. Les mouvements deviennent plus violents. Et ceux qui sont mal positionnés découvrent qu'ils ont confondu hausse et sécurité. Ce qui rend ce moment particulier, c'est que le prochain mouvement est déjà en préparation. Les budgets sont votés. Les dépenses sont engagées. Les attentes de baisse de taux sont intégrées. Le marché ne se demande plus si quelque chose va arriver. Mais quand et sous quelle forme? Et c'est là que l'incertitude devient un facteur actif. Parce que dans les périodes comme celle-ci, ce ne sont pas les certitudes qui comptent. Ce sont les options, la capacité à s'adapter, à ne pas être coincé quand la trajectoire change. Il ne reste qu'une dernière pièce à poser, celle qui permet de relire toute cette histoire autrement et de comprendre pourquoi, dans ce contenu, une phrase revient comme un avertissement silencieux. 2026 est déjà décidé. Voilà l'idée clé, celle qui relie tout le reste. 2026 est déjà décidé ne veut pas dire que chaque chiffre est figé, ni que l'avenir est écrit ligne par ligne. Ça veut dire que les grandes forces sont déjà lancées. 4,7 trillions sont engagés. Les baisses d'impôts sont actées. Les dépenses en IA, en défense, en infrastructure sont votées. Les débats publics arrivent toujours après les décisions budgétaires. La phrase la plus honnête du contenu n'est pas un chiffre, c'est celle-ci. Le système est conçu pour transférer la richesse. Ce n'est pas présenté comme un complot ni comme une erreur. Ce n'est pas un défaut, c'est l'intention. Et une fois que tu vois ça, toute l'histoire se recadre. Les vagues, le timing, l'inflation différée, la montée des actifs, tout devient cohérent. La vraie différence ne se fait pas entre optimistes et pessimistes. Elle se fait entre ceux qui comprennent la mécanique et ceux qui la découvrent trop tard, ceux qui restent en cash pendant qu'on dilue la monnaie et ceux qui détiennent des actifs pendant que les prix montent. C'est pour ça que cette histoire ne se termine pas ici. Parce que si ces tendances continuent, elles vont produire d'autres effets secondaires, d'autres déséquilibres, d'autres décisions. Et chaque couche ajoute une nouvelle opportunité ou un nouveau risque. Si tu veux suivre cette analyse au fil de ces évolutions, pas quand tout est déjà visible, mais pendant que ça se met en place, abonne-toi. Pas pour des prédictions, pour comprendre les mouvements avant qu'ils deviennent évidents. Parce que la prochaine fois qu'on te dira que tout va bien, ce sera peut-être déjà trop tard.